Merci Isabelle, merci à vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Deux mots d'abord sur Futurible. Pour vous rassurer, Futurible n'est pas la contraction de futur et terrible, mais celle de futur et possible. C'est une association qui a été créée en 1967, dont moi j'ai pris la direction en 73, et puis et qui continue. Qu'est-ce que fait Futurible en deux mots? D'abord, on essaie de comprendre la dynamique du monde contemporain au-delà de l'écume des jours, c'est-à-dire au-delà des cancans qui font généralement la une des médias. On essaye, ce faisant, d'identifier dans le présent ce qu'on pourrait appeler des racines de futurs possibles, ou ce qu'on appelle plus couramment des tendances lourdes et émergentes. Ensuite, on va tenter d'explorer le que peut-il advenir, c'est l'exploration des futurs possibles. Mais l'exploration des futurs possibles n'a de sens que dans la mesure où elle débouche sur l'action et où on s'interroge ensuite sur la vision qu'on a ou que vous avez des futurs souhaitables, et mieux encore sur les actions que vous pouvez engager, non pas dans le futur, ou du moins dans le futur très très immédiat tout de suite, pour atteindre un objectif à plus ou moins long terme. Si je prolonge une seconde par quelques mots sur la prospective, j'ai envie de dire que vous êtes tous, dans vos quartiers, dans vos communes, dans vos associations, vous êtes tous un peu comme un bonhomme sur son bateau. Et sur un bateau, normalement, il y a deux instruments qui sont fondamentalement différents, mais très complémentaires. L'un, c'est la vigie. Vigie, veille, c'est ce qu'on appelle, d'autres appellent aujourd'hui l'intelligence stratégique ou l'intelligence territoriale. Et le rôle de la vigie, c'est précisément d'essayer de déceler le vent qui se lève, d'identifier l'iceberg autant que possible avant que le Titanic s'échoue dedans, ce qui implique d'ailleurs à la fois que la vigie voit loin, mais aussi que le capitaine ne soit pas sourd à ses alertes. Au-delà de ces phénomènes, de ces tendances qu'elle décèle, que décèle la vigie, la question que spontanément vous vous posez, c'est que peut-il advenir? Que peut-il advenir dans ma commune? Que peut-il advenir dans mon pays? Que peut-il advenir sur l'océan sur lequel je navigue et sur lequel, incidemment, d'autres naviguent également? Et aucun d'entre nous, et certainement pas Futurible, n'est capable de dire avec certitude ce que sera cet avenir. Mais l'objectif de cette prospective qu'on appelle exploratoire, c'est d'essayer d'identifier des enjeux à moyen et à long terme avant que l'incendie soit déclaré et avant que nous soyons tous transformés en pompiers, n'ayant plus aucune latitude d'action pour définir une stratégie qui correspondent à l'objectif que nous poursuivons. Et ça nous amène à l'avenir non plus comme territoire à explorer, mais à l'avenir comme territoire à construire, donc à votre représentation d'un futur souhaitable ou d'un projet de développement. Et puis c'est bien d'avoir un projet, mais c'est encore mieux de le réaliser. Et ceci implique un compte à rebours sur le présent pour savoir qui fait quoi, quand, comment, avec quels moyens. Je termine là ce que je veux dire sur la prospective, et effectivement, on s'est réparti les rôles avec Yannick Blanc. Moi, je vais essayer de vous fournir quelques coups de projecteur sur, d'une part, les grandes tendances d'évolution du contexte international et européen, d'autre part, l'évolution ou les mutations des économies dites modernes. Alors, si je commence par l'environnement international, une première chose me paraît assez évidente, c'est que nous allons raisonner là plutôt quartier, plutôt région, plutôt France. Sachez que la France est partie d'un ensemble qu'on appelle les pays jadis industrialisés, qui représentait en 1950 à peu près un quart de la population mondiale. Ces pays de l'OCDE représenteront en 2025 peut-être de l'ordre de 10% de la population mondiale. L'Europe
L'Union européenne, si elle existe encore en 2025, représentera moins de 5% de la population mondiale, et la France, certainement moins de 1% de la population mondiale. C'est la puissance et le génie des territoires n'est pas lié à leur peuplement, mais c'est quand même important de savoir que nous continuons à être sur une planète qui se peuple de plus en plus et que nous allons vers une planète qui pourrait atteindre de l'ordre de 8 milliards et demi, 10 milliards, 11 milliards d'habitants à l'horizon 2050. 2050, c'est dans 30 ans, hein. Bon, c'est pas très vieux. Avec au demeurant un phénomène qui est que la Chine est en pleine croissance démographique et aura sans doute rejoint l'Asie dans le gros des bataillons. Voilà un premier coup de projecteur. En annexe à ce coup de projecteur démographique, ajoutons une chose, c'est que ces populations sont de plus en plus regroupées dans des espaces urbains et sur le littoral. Ajoutons une deuxième chose, c'est que tous les pays du monde, et pas seulement la France, et pas seulement les pays européens, connaissent un processus de vieillissement qui se traduit notamment par le fait que la part relative des jeunes tend à diminuer, alors que la part relative des personnes âgées, ensuite on peut discuter sur le concept de personnes âgées, ne cessera d'augmenter. Voilà un coup de projecteur. Deuxième coup de projecteur, nous sommes dans des pays, sur une planète où tous les acteurs sont de plus en plus interdépendants. Le phénomène le plus emblématique de cette interdépendance à l'échelle mondiale me paraît évidemment être le phénomène du réchauffement climatique, qui a des incidences locales très différentes d'un espace à l'autre. Mais ce changement climatique, c'est un problème auquel nous sommes globalement, tous les acteurs du monde, confrontés, et qui renvoie à une question absolument majeure, celle de la coopération internationale. Et quand je dis le changement climatique, je pourrais parler des sols, je pourrais parler de l'eau, je pourrais parler des ressources naturelles. Certains d'entre vous connaissent peut-être le titre de ce livre célèbre que moi j'aime bien, qui s'appelait « Une seule terre » de Barbara Ward, montrant que nous étions, que nous le voulions ou non, tous solidaires d'un même écosystème planétaire. Et quand on dit monter des interdépendances, c'est aussi monter des interdépendances au plan économique. C'est le phénomène de mondialisation ou de globalisation, sauvage ou régulée. Qu'elle soit sauvage ou régulée, le problème il est là, qui s'est manifesté par exemple par le fait que les échanges commerciaux à travers la planète ont augmenté au cours jusqu'en 2007-2008, beaucoup plus rapidement que la richesse monétaire. La richesse monétaire, c'est pas la richesse tout court, d'accord, c'est la richesse monétaire. Bon. Alors que depuis 2007-2008, au contraire, il y a un ralentissement des échanges commerciaux, de même qu'il y a un ralentissement de ce qu'on appelle la chaîne des valeurs. On vous disait il y a encore quelques années, votre téléphone portable, votre montre, elle est le résultat d'assemblage de pièces qui viennent des quatre coins du monde. Eh bien, c'est moins vrai aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ans. Il y a un certain retour sur le local. Est-ce pour autant la fin de la mondialisation? Je ne crois pas. En tout cas, c'est certainement pas la fin d'un aspect de l'économie qui s'est mondialisé bien plus rapidement que l'économie réelle. Je veux parler de la finance. S'il y a un secteur qui s'est dématérialisé, qui a profité à plein des technologies de l'information et de la communication, c'est bien le secteur de la finance, avec des bourses de Tokyo, New York, Londres, encore un peu Londres, demain Francfort, qui interagissent les unes sur les autres avec des temps de réponse tellement rapides que c'est géré par des automates financiers. Donc il y a une déconnexion complète entre l'économie réelle, qui correspond à la production de biens et de services, et la sphère financière, qui correspond à plus rien du tout, sinon à un jeu de casino, avec, au demeurant à la clé, un risque permanent de crise.
Maintenant, quand j'insiste sur ces interdépendances mondiales, ça m'amène aussi à m'interroger sur l'aspect géopolitique des choses. Alors, à quoi ressemble ce monde qui devrait être caractérisé par plus de solidarité? Eh bien, certainement pas au monde tel que l'a décrit Fukuyama dans son livre La fin de l'histoire, qui pensait, lorsque le mur de Berlin s'est effondré, que nous entrions dans une ère pacifique dominée par l'économie de marché et la démocratie au sens occidental du terme. Pas du tout, c'est pas du tout ça ce qu'on observe. Tout au contraire, on est sur un monde poudrière. On est sur un monde poudrière avec... La guerre froide, c'était le bon temps, si je puis dire. Nous avions deux blocs qui s'opposaient frontalement suivant des règles du jeu communes, alors qu'aujourd'hui, vous avez une multitude d'acteurs opérant au sein des pays, entre les pays, au niveau global. J'ai presque envie de dire, c'est aussi bien Daesh que Microsoft, Apple ou ce qu'on appelle les GAFA, qui sont des acteurs apatrides et qui échappent complètement à toute régulation. Donc nous sommes dans un monde qui est dangereux, d'autant plus dangereux que les interdépendances se sont accrues, sans qu'il y ait eu un progrès symétrique des instances et des procédures de régulation des conflits. Et ce que je dis au niveau mondial, hélas, est de plus en plus vrai pour ce petit ensemble que forme l'Union européenne. L'Union européenne, aujourd'hui, manque de flamme, manque de projets. Si vous regardez la trajectoire des différents pays européens, vous voyez que ces trajectoires, au plan économique et social, sont de plus en plus divergentes. Alors, j'insiste pas uniquement sur le Brexit, je dis plus généralement, nous sommes face à une Union européenne, à une Europe qui, aujourd'hui, est dans une position de faiblesse. Aura-t-elle, parce qu'il n'y a pas de fatalité non plus, là je vous décris ma lecture des choses, aura-t-elle le courage, l'énergie, la force de se remobiliser sur un minimum de projets de société qui fassent envie, parce qu'au fond du fond, c'est ça ce qui importe dans la vie, c'est d'avoir un projet qui donne l'envie, qui mobilise les énergies, qui mobilise les intelligences de chacun. J'en viens à mon deuxième point, mais j'insiste quand même sur une chose concernant l'Europe. C'est, je vous dis, des performances économiques et sociales différentes, divergentes. Cette Europe, elle est plus ou moins, elle se réclame plus ou moins d'un même modèle social, même s'il y a des différences d'un pays à l'autre. Elle a été confrontée à la même scène internationale, confrontée au même choc des nouvelles technologies, au même phénomène de concurrence exacerbée, et néanmoins, je prends juste un facteur qui pour moi est essentiel. Si je regarde l'emploi, vous avez un niveau d'emploi, notamment dans les pays scandinaves, à un moins de degré en Allemagne ou au Royaume-Uni, qui n'a strictement rien à voir avec le volume d'emploi qu'il y a en France. Quand vous avez 8 personnes sur 10 d'âge actif dans les pays scandinaves qui sont au travail, en France, on est à 6 pour 10 pratiquement. C'est pas nouveau, ça fait 40 ans que la France, quels que soient ses gouvernements, et ceux-ci agissant en bonne intelligence avec le patronat et les syndicats, ont depuis belle lurette fait le choix de l'ajustement par le sous-emploi, et donc au profit d'une minorité d'inclus et d'un nombre croissant d'exclus, vous le savez certainement encore beaucoup mieux que moi. J'en viens à la mutation économique. Yannick, qui me surveille, que je déborde pas, parce que je ne sais pas programmer ce machin. Ah, il reste 6 minutes. Quel modèle de développement? Nous avons connu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale une croissance économique forte, une situation de plein emploi et même de pénurie de main-d'œuvre. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes allés chercher des travailleurs immigrés. Mais on était aussi dans un modèle de développement
marquée, pour reprendre le titre d'un livre de François Closet, par le toujours plus. De plus en plus de l'accumulation de biens à obsolescence de plus en plus rapide, qu'on allait remplacer par des biens ayant éventuellement des fonctions plus importantes. Il me semble que on est clairement aujourd'hui dans ce qu'on appelle une crise. Cette crise n'est pas une crise conjoncturelle. Pour moi, cette crise, elle est la manifestation que nous sommes dans une phase de transition entre un monde qui n'en finit pas de mourir et auquel beaucoup de notables s'accrochent, et un autre monde qui reste très largement à inventer et à construire. Et ce monde-là, cette économie-là, c'est une économie qui est beaucoup plus celle pour autant d'aménités, sinon plus d'aménités. C'est l'économie dite collaborative, c'est l'économie circulaire, c'est l'économie de la fonctionnalité. À quoi bon être propriétaire d'une voiture qu'on va utiliser pour extrêmement peu souvent. Moi, je donnais souvent un chiffre, il mériterait sans doute d'être mis à jour, en disant votre voiture, elle vous coûte au moins 500 € par mois, donc 6 000 € par an, pour faire 12 000 km en moyenne par an. Vous voyez un peu le prix du kilomètre, c'est extravagant. Pourquoi aurions-nous tous besoin d'une voiture? Pourquoi pas du covoiturage? Pourquoi pas des voitures en partage, etc. Alors, ce défi de la transition entre deux mondes, il y a des éléments qui jouent un rôle moteur et il y a des éléments qui jouent un rôle frein. Je commence par je dis deux mots de certains facteurs moteurs. Un des facteurs moteurs, c'est très clairement l'essor des nouvelles technologies, pas seulement de l'informatique, du numérique, du digital, mais plus généralement de ce qu'on évoque quand on parle de la convergence des technologies, le numérique avec la biologie, donnant lieu, débouchant sur des matériaux nouveaux qui eux-mêmes vont jouer un rôle important dans les sciences du vivant, les sciences cognitives. C'est ça ce qu'on appelle la convergence technologique. Et ces technologies ont, par rapport aux technologies des siècles et des décennies précédentes, au moins deux caractéristiques. La première, c'est que ce sont des technologies génériques. On vous donne un microprocesseur, vous ne pouvez rien en faire du tout. Mais inversement, vous allez pouvoir greffer sur ce microprocesseur d'innombrables applications qui vous permettront d'en faire de la bureautique, de la CAO, etc., etc. Ensuite, ce sont des technologies combinatoires, voire la combinaison informatique, télécom, débouchant sur les biotechnologies, qui elles-mêmes jouent un rôle, etc. Et parce qu'elles sont génériques et combinatoires, ces technologies sont contagieuses, ce qui veut dire qu'elles ont vocation à se répandre dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos organisations à tous les niveaux. Sauf à dire, et c'est là où je veux vous mettre en alerte, sauf à dire que nos sociétés, fort heureusement, ne changent pas au rythme où les technologies changent. Nos sociétés changent au rythme où la société est capable de s'approprier ces technologies, d'acquérir les savoir-faire correspondants, de modifier son modèle économique correspondant, d'acquérir culturellement d'autres pratiques, d'autres manières de vivre ensemble. Moi, je fais partie de la génération qui a disserté sur le Minitel à la fin des années 60 et qui disait, grâce au Minitel, on va développer le télétravail et un redéploiement magnifique des activités productives dans le territoire. Ça ne marche pas du tout comme ça. Minitel existait, la France était en avance sur les autres pays du monde en matière de télématique, ils n'ont pas eu du tout l'effet d'entraînement qu'on escomptait. Pourquoi? Parce que l'innovation, elle est d'abord sociale, culturelle, organisationnelle. Et cette innovation sociale, je vais m'arrêter pour laisser la place à mon ami Yannick Blanc, il en parlera beaucoup mieux que moi. Cette innovation sociale, aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne vient pas du sommet. C'est qu'elle ne vient pas du sommet.
On a une scène politique consternante. Regardez, on est dans une période préélectorale. Chacun est là à s'agiter, à vouloir montrer qu'il a une boîte à outils un peu plus puissante que son voisin, une communication un peu meilleure que son adversaire. Mais ce n'est pas la boîte à outils et la com qui peut remplacer les finalités de nos actions, les finalités qui nous donnent une raison de vivre et de vivre ensemble et d'agir ensemble, de ne pas être victime du futur, mais d'en être pleinement artisan. Yannick, à toi, parce que tu vas te parler des choses plus importantes.